Bonjour à tous, alors je vais vous proposer donc de retravailler sur le chapitre concernant les enzymes, et cette fois-ci de façon relaxée, de façon tranquille. Et donc pour cela, vous pouvez commencer par vous installer confortablement. Peut-être que vous avez envie de fermer les yeux ou de fixer un point donné dans votre environnement. Peut-être que justement en fixant un point, vous allez avoir envie de fermer les yeux. Donc si c'est le cas, vous pouvez fermer les yeux et puis ressentir les appuis de votre corps, les appuis au niveau des pieds, au niveau des jambes, les appuis s'il y en a au niveau de la région du tronc, donc du bassin jusqu'aux épaules, les appuis au niveau de vos bras, donc des mains jusqu'aux épaules en parcourant donc les bras. Ressentez donc tous les appuis, tous les points d'appui de vos bras. Et puis vous prenez conscience également des appuis de votre cou et de votre tête s'il y en a. Et vous sentez que vous commencez à vous poser tranquillement, que la détente s'installe en vous, et cette détente, vous pouvez l'installer davantage au niveau de l'arrière de votre tête qui se relaxe. Vous pouvez installer aussi cette détente au niveau de votre visage, sentir donc votre visage qui se relaxe, sentir que votre front se relaxe tranquillement. Qu'il en est de même pour la région des yeux qui se pose, les tempes jusqu'aux oreilles qui se relaxent, vos joues, votre nez, votre bouche. Vous sentez donc tout le bas de votre visage jusqu'au menton qui se relaxe, et vous sentez finalement que votre visage dans sa totalité est détendu, relaxé, que votre tête est relaxée. Et cette détente progresse vers la région de votre cou qui se relaxe, la nuque, la gorge se pose. Conscience du cou qui est relaxé, détendu, conscience également de la détente de vos épaules. Et puis des épaules, vous allez sentir également la détente qui progresse vers vos bras, détente du premier segment des bras, des coudes, détente des avant-bras, et puis détente tranquillement de vos poignets et de vos mains. Vous sentez la relaxation de la paume des mains, du dessus des mains, la relaxation de chaque doigt, conscience de vos deux mains relaxées, détendues, conscience plus largement de vos deux bras qui sont relaxés et détendus. Et puis vous continuez à installer la détente s'installe dans la région du tronc, conscience de toute la région thoracique qui se relaxe. Conscience également de la relaxation qui arrive au niveau de la ceinture abdominale, le bas du dos, le bas des flancs, la région du ventre qui se relaxe. Et puis votre bassin à son tour se pose tranquillement, et vous avez conscience que toute la région du tronc est maintenant relaxée, agréablement détendue. Et puis cette détente, vous sentez qu'elle arrive à présent au niveau de vos jambes, conscience de vos cuisses qui se posent, se relaxent, détente des genoux, détente de la région des mollets, vos chevilles se relaxent à leur tour, et puis vos pieds, les talons, le dessous des pieds, le dessus des pieds, et chaque orteil se pose tranquillement, si bien que vous avez conscience de vos deux pieds relaxés, détendus,
plus largement conscience de la détente de vos deux jambes, de vos deux bras, de la région du tronc, du cou et de la tête. Vous avez donc conscience de l'ensemble de votre corps relaxé, détendu. Et dans cet état de détente, eh bien, je vais vous proposer de laisser revenir quelques images associées à ce cours sur les enzymes. Peut-être que vous revoyez des images du diaporama, de la carte mentale, des images que vous avez construites sur votre écran mental aussi. Peut-être que vous pouvez déjà vous souvenir de ce qu'est une enzyme, de comment vous voulez être représenté. Une enzyme ou un enzyme, puisqu'on peut utiliser les deux genres. Peut-être que vous revoyez aussi les synonymes, diastase, ferment, zymase. Et puis peut-être que vous vous représentez cette enzyme qui est une protéine qui est constituée par ces acides aminés, ces petites perles qui s'enchaînent les unes aux autres. Vous pouvez revoir donc la séquence d'une enzyme, l'enzyme qui prend sa forme tridimensionnelle et puis le rôle qui lui est associé, un rôle de catalyseur. Vous prenez conscience de ce rôle, du fait que les enzymes peuvent augmenter la vitesse des réactions chimiques sans les changer. Et le fait que les enzymes sont des catalyseurs et plus encore des biocatalyseurs puisque les enzymes sont produites par les êtres vivants. Peut-être que vous pouvez aussi imaginer une réaction chimique. Dans cette réaction chimique, vous pouvez voir des réactifs qui vont pouvoir être transformés en produits. Et puis vous savez que ce passage des réactifs aux produits va nécessiter une certaine dose d'énergie, une énergie d'activation que vous pouvez vous représenter, qui va permettre de passer une barrière invisible, une barrière qu'on appelle barrière d'activation. Peut-être que d'ailleurs, vous vous représentez cette barrière d'activation, peut-être à l'aide de l'image du volcan et de la balle que je vous avais proposée. En tout cas, vous avez conscience du fait que des réactifs ne vont pouvoir devenir des produits que s'ils passent cette barrière grâce à cette énergie. Et vous prenez aussi conscience du fait que le rôle justement d'une enzyme, la façon dont une enzyme accélère les réactions chimiques, eh bien c'est justement en abaissant cette barrière, ce qui va permettre d'utiliser moins d'énergie d'activation. Donc vous vous représentez cette enzyme, son action justement sur ces réactions biochimiques, la façon dont elle va les accélérer en fournissant un micro-environnement qui va être adéquat. À nouveau, vous êtes centré sur cette barrière d'activation. Vous savez qu'elle n'est pas une entrave, qu'elle est même indispensable aux êtres vivants, puisqu'elle va favoriser la stabilité des molécules chimiques et la stabilité finalement des êtres vivants, qui ont, grâce aux enzymes, la possibilité de contrôler cette barrière en produisant ou en ne produisant pas d'enzymes. Donc vous prenez conscience de tout ce que vous venez de vous représenter et puis vous pouvez aussi avoir envie peut-être de revenir sur quelque chose de plus pratique avec la méthode hypothético-déductive. Cette méthode qui peut être appliquée à des questions concernant les enzymes. Peut-être que vous pouvez vous la représenter à nouveau, cette méthode hypothético-déductive. Vous savez qu'on part d'une question qu'on se pose, à laquelle on tente de répondre, on fait une proposition de réponse qu'on appelle une hypothèse. Et à partir de là, vous pensez peut-être aux 3 opérateurs qui vont être nécessaires pour formuler le raisonnement. Si et alors. Si telle hypothèse et telle expérience, alors tel résultat attendu.
Si je pose telle hypothèse et que je fais telle expérience, alors je m'attends à obtenir certains résultats. Et vous savez, vous prenez conscience du fait que, après avoir effectivement formulé ce cœur du raisonnement hypothético-déductif, alors vous pouvez vous lancer dans la réalisation de l'expérience. Peut-être que vous vous imaginez en train de réaliser une expérience et de noter ensuite les résultats qui sont les résultats observés. Résultats observés que vous allez pouvoir comparer aux résultats attendus, ce qui va vous permettre de conclure sur l'hypothèse, soit en la confirmant, soit en l'infirmant. Et peut-être que vous repensez à l'utilisation que je vous ai proposée de cette méthode hypothético-déductive pour envisager l'hydrolyse du saccharose. Peut-être que vous vous souvenez des principaux résultats qui ont été mis au jour. Le fait que l'hydrolyse du saccharose est une réaction d'hydrolyse possible. Le fait que les levures libèrent une enzyme qui est la saccharase, qui va pouvoir catalyser l'hydrolyse du saccharose en 1 minute à 30 degrés, mais qui va cesser de fonctionner à 100 degrés parce que dans ce cas, l'enzyme perd sa forme tridimensionnelle. Peut-être que vous pouvez aussi penser aux expériences autour de l'acide chlorhydrique, un catalyseur chimique qui peut catalyser l'hydrolyse du saccharose, qui est moins efficace que l'enzyme à 30 degrés puisqu'il lui faut 1 heure pour que le saccharose commence à être hydrolysé, et qui est avantagé par la température, puisque dans ce cas, l'hydrolyse du saccharose commence après 5 minutes seulement. Et vous savez que dans ce cas, la température va aider le catalyseur en augmentant la probabilité de rencontre des réactifs. Vous avez tous ces éléments en tête et peut-être que, à nouveau, vous vous posez la question des enzymes, du comment est-ce qu'elles vont justement augmenter la vitesse des réactions chimiques. Et vous repensez à la façon dont les enzymes interagissent avec les réactifs d'ailleurs qu'on appelle plutôt substrats quand on parle d'enzymes. Vous repensez à une enzyme, peut-être que vous pouvez la voir et voir justement une zone particulière sur cette enzyme qui est la zone de l'enzyme qui va pouvoir accueillir le substrat, une zone qu'on appelle le site actif, qui est souvent une sorte de dépression sur les enzymes. Et puis peut-être que vous pouvez revoir les images que je vous avais proposées avec l'enzyme et son substrat qui vont se rencontrer, qui se rencontrent enfin et qui forment le complexe enzyme-substrat grâce à une complémentarité structurale, un peu comme une clé dans une serrure, mais de façon encore plus étroite, grâce à l'ajustement induit qui est comparable à une poignée de main. Et puis après avoir visualisé justement ce complexe enzyme-substrat, peut-être que vous pouvez voir l'enzyme qui libère les produits, voir l'enzyme qui ressort intacte de cette catalyse, comme une paire de ciseaux qui a coupé une feuille et qui n'a pas été coupée comme la feuille. Donc vous prenez conscience de cette enzyme qui n'a pas été transformée en produit, qui n'a fait qu'accélérer un processus, une réaction chimique, et qui est de nouveau disponible pour catalyser une autre réaction chimique. Et puis peut-être que vous pouvez également vous rappeler des facteurs qui influencent les enzymes, les conditions du milieu comme la température, le pH, les solvants, la salinité, en vous souvenant aussi qu'on peut parler de conditions optimales, par exemple de température optimale, de pH optimal, etc. Vous savez aussi que la séquence va influencer l'activité des enzymes, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les acides aminés s'enchaînent pour constituer l'enzyme. Vous savez que s'il y a une anomalie concernant cet ordre d'enchaînement des acides aminés, cette séquence, anomalie qu'on appelle mutation, et bien dans ce cas-là, l'activité de l'enzyme peut être réduite à néant. Ce qui se passe dans des pathologies, des maladies qu'on appelle les maladies du métabolisme,
comme la phénylcétonurie qui peut être détectée par le test de Guthrie. Vous pensez à d'autres facteurs qui peuvent influencer les enzymes, la concentration en substrat, la concentration en enzymes, les molécules qu'on peut qualifier de molécules auxiliaires obligatoires, puisqu'effectivement, ce n'est pas valable pour toutes les enzymes, et pour certaines d'entre elles, eh bien, ces enzymes ne vont pas pouvoir fonctionner seules, elles vont avoir impérativement besoin d'être aidées par une molécule qui n'est pas de nature protéique, qui peut être un cofacteur. On dira cofacteur si la molécule est simple, inorganique. Sinon, on l'appellera coenzyme. Quand on parle de coenzyme, ça veut dire que la molécule est plus complexe et qu'elle a été produite par un être vivant. Donc vous vous représentez les cofacteurs, les coenzymes. Peut-être que vous refaites aussi le lien entre les coenzymes et les vitamines. Les coenzymes étant fabriqués par les êtres vivants, celui qui a besoin d'un coenzyme et ne le fabrique pas va devoir le trouver dans son alimentation. Il va le trouver dans des éléments de l'alimentation qu'on appelle des vitamines. Et puis vous pouvez aussi penser à un dernier facteur qui peut influencer l'activité d'une enzyme. Il s'agit des effecteurs enzymatiques. Certains vont être activateurs, ils vont augmenter l'activité catalytique des enzymes, et d'autres vont être inhibiteurs puisqu'ils vont la diminuer. Peut-être que vous vous souvenez des inhibiteurs compétitifs qui entrent en compétition avec le substrat pour le site actif. Peut-être que vous pouvez les visualiser dans cette compétition. Et si vous voyez l'inhibiteur agir avec le site actif de la protéine, vous savez que cette interaction est réversible grâce aux liaisons non covalentes qui se forment. À côté des inhibiteurs compétitifs, peut-être que vous pouvez voir les non compétitifs qui se fixent aussi de façon réversible à l'enzyme et en un site autre que le site actif, si bien qu'il n'y a pas de compétition entre l'inhibiteur et le substrat pour le site actif. Et puis peut-être que vous pouvez voir aussi sur votre écran mental ces inhibiteurs qualifiés d'inactivateurs parce que cela se fixe de façon irréversible à l'enzyme. Donc vous avez pris conscience de tous ces facteurs qui peuvent influencer les enzymes, les conditions du milieu, la séquence, la concentration en substrat, la concentration en enzymes, les molécules auxiliaires obligatoires, cofacteurs et coenzymes, et les effecteurs enzymatiques, activateurs et inhibiteurs. À présent, vous revenez sur les enzymes elles-mêmes et leur spécificité, le fait qu'elles vont être spécifiques d'un substrat. Toutes les enzymes ont une spécificité de substrat, ce qui veut dire qu'une enzyme donnée ne peut agir que sur un substrat donné. Peut-être que vous pouvez repenser à la saccharase, qui ne peut agir que sur le saccharose. Elle ne pourra pas agir sur le maltose, mais une autre enzyme, la maltase, elle, pourra agir sur le maltose. Et à côté de la spécificité de substrat, vous repensez à la spécificité d'action, le fait qu'une enzyme donnée ne va pouvoir catalyser qu'un type de réaction donnée. Et puis peut-être que à cette occasion, vous pouvez repenser au fait que le nom des enzymes se termine par le suffixe ase et à la nomenclature qui se base sur les types justement d'actions menées par les enzymes avec les oxydoréductases, les transférases, les hydrolases, les liases, les isomérases, les ligases ou synthétases et puis les translocases. Et enfin, après cette vue d'ensemble concernant les enzymes, peut-être que vous pouvez revenir au métabolisme, ce métabolisme si important qui caractérise le vivant, qui est contrôlé par les êtres vivants eux-mêmes, qui est contrôlé par les êtres vivants grâce aux enzymes qu'ils produisent ou ne produisent pas, et grâce aux éléments qu'ils peuvent produire et qui vont contrôler,
contribuent à contrôler ces enzymes. Donc vous venez de vous faire une représentation complète de ces éléments concernant les enzymes. Vous laissez un petit temps pour que ces éléments s'inscrivent en vous tranquillement. Et puis si vous avez suffisamment laissé s'inscrire en vous tous ces éléments qui concernent les enzymes, vous pouvez revenir aux sensations qui sont les vôtres, ressentir la détente qui est présente dans votre corps. Vous pouvez ressentir à nouveau vos points d'appui. Peut-être que vous pouvez accueillir tous ces éléments positifs que vous ressentez dans votre corps. Et puis vous allez vous préparer à faire ce qu'on peut appeler la reprise, c'est-à-dire le retour vers votre état d'éveil habituel. Pour cela, toujours les yeux fermés, vous allez revoir l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez revoir tous les éléments de votre environnement et vous sentez que cela vous tire vers votre état d'éveil habituel. Vous allez aussi réentendre tous les bruits qui sont présents dans votre environnement. Le fait de revoir l'environnement dans lequel vous êtes, le fait de réentendre tous les bruits de l'environnement dans lequel vous êtes, vous sentez que cela vous mène vers votre état d'éveil habituel qui revient doucement mais sûrement. Peut-être que vous avez envie de commencer à bouger, remuer les doigts, les orteils, vous étirer, donc vous pouvez vous étirer, remuer autant que vous le souhaitez. Et faire pourquoi pas quelques grandes respirations énergisantes qui vont vous redonner toute votre énergie. Donc vous pouvez faire des respirations bruyantes en inspirant et puis en soufflant, en faisant du bruit si vous le souhaitez pour retrouver toute votre énergie. Vous pouvez continuer à bouger, vous étirer, faire des grandes respirations énergisantes et quand vous sentirez qu'à nouveau votre état d'éveil habituel est présent, vous pourrez réouvrir les yeux et poursuivre vos activités.